Vendredi 1er novembre. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est votre guide pour Sao Paulo 2024 et on débute maintenant avec l'actualité dans le monde de la Formule 1. Il est maintenant temps de faire la place à notre collaborateur. Il est le champion de F2000. Il est aussi le dernier pilote à avoir gagné au circuit Gilles Villeneuve en F1600. Jean-Christophe Trahan, comment ça va? Ça va, top shape, j'espère que toi aussi. Ben oui, ça va super. Écoute, on a un très, très beau week-end de course devant nous. Probablement un des meilleurs de l'année. Celui qui nous rend le plus excité d'avoir un week-end sprint, du moins pour ma part, c'est lorsque les Formule 1 se dirigent à Interlagos. Oui, ben, je sais pas pourquoi, mais c'est l'un des seuls circuits où est-ce que ça se prête vraiment bien, le format sprint. C'est vraiment un beau mélange de très basse vitesse et de mélange avec aussi deux très longues lignes droites qui se chevauchent là, avec la ligne droite de départ arrivée, puis celle juste après le virage Senna. Ça donne beaucoup je dirais, d'action en succession, puis c'est vraiment le fun. Moi, j'aime Ouais, ça en tout cas. ouais, là, on dirait que c'est un circuit qui est fait sur mesure pour ça. Il y en avait un peu plus sur le calendrier. Ça serait simple. Puis c'est pas pour rien aussi que c'est le seul circuit qui a toujours accueilli une course sprint depuis que la formule a été inventée puis implantée. C'est parce que les résultats sont là. À d'autres endroits, ben, on essaie un peu, lorsque ça fonctionne pas, on a un petit échantillon, on le bouge, on s'en va vers un autre endroit pour essayer de faufiner cette recette-là. On l'a vu, même si à Austin, par exemple, c'était pas si bon une saison, ben là, on a eu un meilleur résultat cette année. Fait que c'est la preuve que des fois, il faut essayer de tenter un peu plus, grossir l'échantillon pour vraiment en tirer des conclusions. Mais Interlagos, on n'a pas besoin de ça, là. Si l'année prochaine, il annonce qu'on va pas là pour la course sprint, je serai pas le seul, selon moi, à être pas content de cette décision-là. Parce que, comme je l'ai dit, là, pour ma part, c'est la seule fois où je suis excité de dire, ah, c'est un week-end sprint en fin de semaine, Interlagos, parce que c'est ça déçoit pas. Ça déçoit pas. Puis des fois, ça nous donne deux courses complètement différentes. Ça nous donne une course le samedi, du moins c'est ce qu'on avait l'année passée. Ça nous donne une course intéressante avec des stratégies un peu différentes. Puis lorsqu'on arrive dans la grande course avec une plus longue stratégie, là, ça nous donne des résultats qui sont pas nécessairement du copier-coller de ce qu'on avait vu la veille. Écoute, j'attire ton attention, Jean-Christophe. Ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas parlé au podcast parce qu'on se parle à l'extérieur. J'ai le bonheur d'avoir des discussions avec toi lorsqu'il se passe des choses, des situations un peu particulières de pilotage comme on a vécu dans les dernières semaines. C'est le dossier qui a retenu toute l'attention, autant chez les auditeurs que chez les pilotes de F1, que chez les directeurs d'écurie. Même les anciens pilotes s'en sont mêlés que lorsqu'on voit un ancien champion du monde comme Damon Hill qui se prête au jeu. On a eu aussi Juan Pablo Montoya aussi qui a donné son avis sur la situation, le dossier Verstappen-Norris. J'ai goût de t'emmener sur la deuxième partie de cette saga-là. Moi, je m'étais prêté au jeu de faire le porte-parole pour toi lors de notre dernier épisode, de dire un peu ton opinion sur ce que tu m'avais confié, comme quoi que pour toi, la manœuvre de Verstappen à Austin était selon les règles, était pas peut-être nécessairement la meilleure chose à faire, mais en même temps, faut apprendre à composer avec le livre de jeu. Le livre de jeu dit que tu peux faire ça. Et tu m'avais dit toi-même que lorsqu'un pilote décide de prendre l'extérieur et ne gagne pas le point de corde, ben, il est un peu à la merci de celui qui justement contrôle le virage. Si je m'ai bien prêté au jeu de jouer au porte-parole, tu peux le confirmer maintenant. Est-ce que c'est bien ça que tu voulais que je transmette comme information? Ouais, exact. Tu m'as pas mal cité. C'est pas mal ça que j'avais, je dirais. Puis là, on amène ça au Mexique et les variables restent les mêmes, sauf que là, on a pris le, le, le régulateur puis on l'a mis comme à 11 sur 10, ce que Verstappen a fait. Donc, tu peux aussi confirmer avec moi que là, on voit un Verstappen un peu désespéré, un Verstappen qui essaye le plus possible de sauver les meubles dans une situation où est-ce que il est encore une fois un peu adossé contre le mur, là, puis là, il a vraiment été poussé à ses limites et les commissaires aussi, vraisemblablement, ont vraiment voulu faire d'exemple celui qui est aussi le porte-étendard de ce genre de ce manœuvre-là en F1. Et ben là, on a vraiment eu, on a eu la confirmation que ça ne marchera plus comme ça, là. 20 secondes de pénalité, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. La différence, c'est que sur cette situation-là, ben, les deux avaient le point de corde.
Fait qu'à ce moment-là, ben, on a décidé de prêter la pénalité que Verstappen aurait dû laisser de l'espace à Norris. Finalement, là, on a eu Christian Horner qui a apporté des nouvelles informations au directeur de Red Bull après la course. Il a apporté la télémétrie qu'il y avait sur Lando Norris pour montrer que lors de la première situation, parce qu'il y en a eu deux, c'était au virage 4 la première fois, puis au virage 8, si ma mémoire est bonne, bien sûr. Ça date juste d'une semaine, mais on a tellement eu de dossiers là-dessus, c'était pas premier, mais ça, c'est virage 4 et virage 8. Donc, au virage 4, Norris arrivait à 15 km/h plus rapide qu'à n'importe quel moment dans la course. Donc, ce que Christian Horner voulait en présentant ces informations-là, c'est pas juste de défendre son pilote, mais c'est aussi de montrer que Lando Norris avait probablement aucune intention de vraiment tourner ce virage-là. Du moins, ça aurait été très compliqué pour lui de le faire, puisque à aucun moment dans la course, il a réussi à se présenter au virage 4 à cette vitesse-là, donc 15 km/h plus rapide. Donc, il voulait souligner que oui, mon pilote a pris trop large, oui, mon pilote a débordé à l'extérieur, mais Lando Norris aurait pas pu tourner ce virage-là. En connaissance de cause, lorsque tu sais cette information-là, est-ce qu'on revient à la même situation de dire le point de corde était aux deux, donc Verstappen se devait quand même si Norris n'avait aucune chance de tourner là avec les informations qu'on a, selon les dires de Christian Horner, est-ce que tu crois pareil qu'il aurait dû donner plus d'espace à Lando Norris puisque les deux avaient eu le point de corde au même moment? C'est toujours difficile de départir exactement où est-ce que Le point de corde est. le point corde est aussi, et aussi où est-ce qu'on défend la responsabilité de donner l'espace ou pas en donner. Selon Christian Horner, que Verstappen aurait occupé l'espace qu'il a occupé jusqu'au rebord de la piste ou pas, ça n'aurait pas fait aucune différence. Norris aurait probablement pas fait le virage anyways. Ce qui est probablement correct, 15 km/h pour un virage lent, c'est absolument plus qu'excessif. Mhm. Donc, oui, on a raison de croire ça, mais Verstappen, en plus, sachant qu'il y avait tous les yeux rivés sur lui, voir qu'est-ce qu'il allait faire en réaction suite au week-end à Austin, là, décide de encore plus en remettre une deuxième couche avec son, 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 son dépassement absolument flagrant là, au virage 8, vraiment dans. Et là, ce que ça a confirmé, c'est que là, c'était intentionnel. Parce que comment dire, on peut voir un dénominateur commun en tout ce qu'il a fait. Et là, évidemment, les commissaires n'ont pas aimé ça. Et les commissaires ils ont déjà un dossier contre lui, non seulement dans des antécédents de course, mais juste personnellement. Et en plus, là, on parle de Johnny Herbert, qui, comme on discutait plus tôt, a déjà perdu son poste chez Sky F1 parce qu'il était beaucoup trop partisan contre Verstappen. Et en plus de ça, là, on a en tout cas, un des meilleurs, fils des fondateurs de McLaren, qui est un des commissaires. Donc là, on met tout ça en contexte avec les antécédents. C'est sûr qu'il allait vouloir faire un exemple de Verstappen et de le crucifier là, pendant la course, là, carrément. Et de faire comme bon, regardez, c'est ça qu'on fait plus maintenant. Et je dirais honnêtement, que ce soit le contexte comme il est ou pas, il aurait valu une certaine pénalité. Et comme on discutait plus tôt, c'était peut-être excessif 20 secondes, mais c'était le but d'envoyer un message. Techniquement, ça aurait peut-être été un 15 gros max. Et là, on a mis à 20 secondes juste pour être sûr de ne pas avoir ce même genre de situation-là dans le futur à régler. Mhm. Et honnêtement, je pense pas que ça va arriver de d'ici là. Ouais, on a voulu vraiment envoyer un message. Moi, j'avais mentionné le fait, là, moi, Johnny Herbert, ça fait quelques fois que j'en parle aussi. Puis au Mexique, avant même de savoir qu'il était là et d'avoir la confirmation dans le dernier épisode, ça sentait le Johnny Herbert, cette décision-là. En plus, il y a comme un multiplicateur à ça, c'est que non seulement c'est pas nous qui inventons ça, là, c'est pas des histoires de conspiration qu'on veut lancer, c'est les faits qu'il a perdu son emploi de suite à on lui reprochait justement de ne pas être fair, si on peut dire le terme anglais, de ne pas être juste dans ses commentaires. Puis en plus, le multiplicateur, c'est que souvent, il est britannique, il va pencher du côté des pilotes britanniques. Là, on a une situation où ce que c'est Verstappen. Puis ce que je trouve un peu étrange, la situation de Johnny Herbert, c'est que il continue d'être un commentateur, continue de donner son opinion, continue d'aller sur des podcasts, des choses comme ça. Puis à tous les fois qu'il est là, il ne s'en cache pas qu'il n'aime pas Verstappen. Je me dis, tu as gardé une petite gêne
à cause que tu as un rôle de commissaire, de ne pas le montrer. On le sait tous parce qu'on t'a vu à la TV, peut-être qu'il n'y a pas nécessairement d'hypocrisie là-dedans, sauf qu'il y a un certain décorum qui doit avoir en place de dire 100%. t'es appelé à prendre des décisions pendant certains week-ends, pas tous les week-ends, mais pendant certains week-ends. Donc, ces choses-là, c'est certain que même si après ça, il se défend puis il dit j'ai appliqué le règlement, on est plus qu'un commissaire, on est quatre, c'est pas juste moi qui prends la décision, puis toutes ces choses-là. Oui, mais en arrière-fond, on va toujours se dire, on sait ce que tu en penses. Donc, c'est certain qu'il y en a au moins un sur quatre qui sera pas nécessairement à la faveur de laisser. Puis je veux pas dire qu'il aurait dû avoir une chance, Verstappen, parce qu'on l'a dit là-dessus, la pénalité, il le méritait. La seule chose que moi je reviens, c'est le fait qu'on a donné peut-être que court-circuiter que gagner une position à l'extérieur de la piste au Mexique versus Austin, c'est 5 secondes de plus. Ça, j'ai de la misère à le comprendre. C'est la seule petite affaire, mais le reste, ça aurait été 15 ou 20 secondes, ça aurait été des pénalités pareilles. Je mets pas ça en doute. Pour qu'on revienne un peu sur l'agressivité de Verstappen, il y a des statistiques qui sont sorties du côté d'Helmut Marko, télémétrie, toutes ces choses-là, comme quoi que c'était la Red Bull la plus lente qu'on avait vue depuis le début de la saison, qu'il avait entre les mains. On a des problèmes moteurs du côté de Red Bull, on va en venir, même c'est la prochaine nouvelle, là, comme quoi on change pas le groupe motopropulseur, mais la chambre à combustion pour la fin de semaine. Pour l'instant, c'est 5 places de pénalité sur la grille. Pourquoi on en est arrivé là? Ben, la manière que ça fonctionne, c'est qu'en F1, on a la chance de mettre les moteurs avec plus de puissance, ou on a aussi l'option de diminuer la puissance pour protéger, conserver la motorisation. Normalement, un moteur de F1, un groupe motopropulseur, est supposé de faire 7 grands prix. Là, celui qu'il avait entre les mains au Mexique en avait 9. Donc, on n'avait pas le choix de diminuer la puissance pour être sûr de se rendre jusqu'à la fin. Donc, Verstappen, là, c'est un peu un cocktail de tout ça qu'il savait que non seulement il doit se battre contre une McLaren qui est extrêmement puissante, il doit se battre contre Norris qui tente par tous les moyens de réduire l'écart au championnat. Puis, parce qu'on l'a vu, son approche versus sa défense versus Carlos Sainz en début d'épreuve était pas du tout pareil comme sa défense contre Lando Norris, mais c'est un Ah peu ben un oui. facteur de tout ça. Le fait que c'était qualifié deuxième, c'était qualifié avant Norris, puis ça c'était un coup de maître à la Verstappen, puis là, il savait qu'il devait tout faire, puis tu l'as bien dit, c'était de façon désespérée. Donc à ce moment-là, on n'aime pas ça, voir ça, même si on aime quelqu'un qui est compétitif, qui veut gagner, mais le côté désespéré, c'est ça d'après moi, qui a agacé le plus de gens, là, je sais pas de ton côté, là, si c'est ça qu'on on veut pas voir ça. Au moins, il est fidèle à lui-même. Je Ouais. dirais, il est très constant, Verstappen. Ouais. C'est pas un hypocrite pour 500. Il nous a vraiment sorti du Verstappen d'époque, là. On peut même dire ça, là, du Verstappen de 2016, 17, 18, là, même Mhm. jusqu'à 21, là, je dirais qu'il était encore, il était tout feu, tout flamme tout le temps, là, tout le temps tapis dans toutes ses manœuvres, pas vraiment de conséquences. Puis là, il s'est rangé, tu sais, pour ses championnats. Il est devenu quelqu'un de très propre, tu sais, qui est capable de juste mener une course du début à la fin, pas avoir de problème, puis de rendre ça le plus plate possible là, pour nous autres. Et ça a marché pour lui. Moi, j'avais l'impression même il s'était un Elle petit s'agit. peu transformé, assagi, là, tout d'un coup, c'est un Verstappen mature qu'on a, puis ah non, il nous rappelle encore qu'il est capable de faire ça. Fait que c'est autant pour notre divertissement que pour le sport, des fois, c'est un petit peu poche, là, parce que qui est-ce que la génération de demain regarde à la télévision? Ben, c'est quelqu'un qui fait des dive bombs de même, puis qui pense après ça que c'est correct de faire ça, puis on en ressent les effets dans les séries de développement ou dans des séries parallèles ou dans du karting. Ça a beaucoup d'impact. Senna avait eu le même genre d'impact. Schumacher après ça. Et là, Verstappen aussi a maintenant je dirais son genre de manière de faire qui est une certaine manière pour les gens qui le regardent, tu veux se dire, ben regarde, ça c'est comme ça qu'un champion du monde fait, puis que le meilleur gars du sport fait, donc que, que des ça doit être multiples la bonne manière de faire. que des Exact, multiples multiple. champions du monde font en plus. Tu sais, c'est pas juste comme ah, ben, il était de même, il n'a juste gagné un. On regarde du côté de Senna plus qu'un championnat. Du côté de Schumacher, on le sait, c'est 7 championnats. Puis après ça, ben, Verstappen déjà à 3. Peut-être même à mi-chemin vers un quatrième ou aux 3 quarts du chemin vers un quatrième. Fait que je comprends ce que tu veux dire. C'est une image qu'on envoie. Mais j'aime le point que tu apportes aussi que c'est pas.
on l'a mentionné aussi au cours des dernières semaines, il y a David Coulthard aussi qui s'est prêté au jeu de dire il n'est pas en train d'inventer une technique de pilotage. Je sais qu'il y en a qui aiment y prêter ces intentions-là, de dire ah, c'est lui, Ouais, juste lui qui fait ça. Non, tu sais, Ayrton Senna, on a fixé des règles autour de Ayrton Senna parce que justement, non. il était reconnu pour le fameux terme que tu emmènes. Faudrait trouver, je pense que je vais te mettre là-dessus, là, Jean-Christophe, une francisation, un mot français là, pour le dive bomb, le plongeon à l'intérieur. Tu sais, on va Plongeon kamikaze, on va dire ça, le regarde. plongeon kamikaze, c'est ça, que qu'Ayrton Senna était reconnu pour faire ça aussi. Il fallait se méfier. C'est pas parce qu'il était à l'arrière de toi, à deux, trois voitures de loin, qu'il pouvait pas décider Mais dans le fond, moi, j'aime la technique. J'aime pas le danger qui se prête à ça, mais le fait qu'on vient décaler son freinage, ça demande beaucoup de talent. Là. Ben, tu vas pas en témoigner. C'est pas quelque chose qui est n'importe qui peut faire. Là. Ça demande une certaine technique puis un contrôle de la voiture puis avoir l'œil très, très juste parce que du jour au lendemain, n'importe qui décide de faire ça, ça peut très mal se terminer. Là. C'est pas tout le monde que ça va bien finir. Là. Ouais, exact. Les marches sont extrêmement fines lors de manœuvres comme ça. C'est un mélange, je dirais, c'est presque de l'artisanat dans une manière que, tu sais, dans un dépassement, t'as pas un dépassement qui est comme un autre. C'est toujours sur mesure. Donc, pour cette distance-là, pour ce momentum-là que j'ai sur la personne à l'avant, pour la manière qu'il est placé, pour le virage qui suit, je vais freiner, garde là. Puis là, faut que ce soit la bonne décision sur le coup. Pas vraiment le choix à l'erreur. Soit tu freines trop tôt, puis la personne a la chance de défendre. Soit tu freines trop tard, tu barres une roue, tu manques le coin, puis ta manœuvre n'a rien coûté. Ben, ta manœuvre t'a coûté du temps, puis tu te retrouves encore en arrière. Donc, Mhm. c'est vraiment, encore une fois, les meilleurs sont capables de le faire, d'avoir le flair et l'instinct de faire comme, ben moi, je pense que ma voiture en ce moment, je peux lui donner un 25 pieds plus tard, puis compromettre mon virage, certes, mais aller à l'Apex en premier, gagner l'avantage de positionnement à l'Apex et compléter mon dépassement. Et Schumacher, je dirais, et Senna, avant Verstappen, étaient probablement les meilleurs à faire ça. De, comment dire, vraiment positionner leur voiture de la manière la plus sur la limite lors du dépassement et quand même s'en tirer avec pas trop de percussions. Évidemment, ça marche pas tout le temps, mais ils l'ont fait assez que ben, ils ont des championnats et pour bonne raison. Fait Bien que tu joues encore dans une la fois, tête, bien que tu joues dans la tête de tes adversaires aussi. oui, exact. Parce que, veux pas, tu as compétitionné dans des championnats, tu le fais encore, tes adversaires, ben, à longue, il y en a des nouveaux, il y en a que tu commences à prendre des notes et à savoir un peu comment ils fonctionnent. Donc, sans trop te préoccuper des autres, mais il y a des traces qui peuvent se laisser, il y a des séquelles qui peuvent se laisser, même si certains pilotes vont se dire, oh non, moi, j'essaie de pas porter attention à la couleur de la voiture, aux couleurs du casque, au numéro sur le tour, puis à traiter tous les adversaires différents. À longue, tu sais un peu ce que les autres vont faire, tu sais un peu comment les aborder. Si tu suis un Lewis Hamilton, ben c'est sûr qu'un pilote, ça sera un peu innocent de ne pas prendre en considération que tu es derrière Lewis Hamilton, tu es un septuple champion du monde, puis qu'il y a des certaines techniques de conduite ou des erreurs qu'il ne fera pas. Donc, si tu fais juste attendre cette erreur-là, ben, elle viendra jamais, puis tu vas perdre ton temps. Fait que c'est sûr que lorsque tu sais qu'un pilote comme Verstappen travaille de cette façon-là, ben, il y a une forme d'intimidation qui s'installe aussi. J'imagine que les pilotes prennent ça en considération, puis ça fait que tu sais qu'il sort les coudes, tu es un peu plus pas anxieux, mais tu vas plus peut-être commencer à réfléchir une petite fois de plus avant de faire un geste, puis lorsque tu commences à trop réfléchir, ben ça te coûte des dixièmes de seconde, puis à ce moment-là, ben c'est l'autre qui en tire avantage. Là. Non, exact. Ben, c'est souvent le gros du pilotage, ça, c'est un jeu qui est mental. Mhm. Donc, là, aussitôt que, comme Sana disait, je me souviens d'une entrevue comme Sana faisait, je me souviens d'une entrevue de Martin Brundle. Il parlait que une fois qu'il avait fait un mot complètement kamikaze en F3, à une piste super étroite, il s'était placé dans une position parce que les deux allaient jamais faire le coin et Senna n'était même pas emboîté dedans. Mais Brundle, s'il tournait, prenait son coin comme si de rien n'était, ben, les deux s'emboîtaient et Senna a fini carrément sur la voiture de Martin Brundle. Et Mhm. là, Brundle, évidemment, pas un 2 de pique, mais pas aussi au niveau de Senna. Ultimement, on le sait, disait, ben là, il m'avait un peu pour le reste de la saison. Aussitôt que lui, il se présentait le nez, moi, je voulais pas retourner avec lui sur le dessus de ma voiture à la fin du virage, fait que je donnais plus de place. Et là, ben, là, il t'avait. T'étais dans il y avait ton numéro, comme on dit. Ouais, puis Là, t'étais un excuse, peu, vas-y. non, t'es toujours compromis mentalement à cause de ça. T'es vaincu mentalement. Peu importe ce qui arrive, Verstappen est pareil, Schumacher est pareil.
aussitôt que là, il se présente le nez, ben là, tu veux quand même finir ta course, hein? Mhm. Hein? Ben moi, je suis prêt à prendre le risque. Et toi, si t'es pas prêt à prendre le risque, ben tu vas me donner de l'espace à l'impact. Et comme de fait, ben là, il y avait cette réputation-là, il s'agit dans la tête. Et là, quand t'as quelqu'un en arrière comme ça qui te suit, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu conduis les fesses serrées, tu veux pas faire d'erreur, puis tu veux toujours garder le meilleur écart possible pour être sûr de pas être dans une zone de danger. Et là, ben ça joue dans la tête beaucoup. C'est pour ça que Norris, on dirait, c'est comme une girafe naissante, tu sais, qui a de la misère à se tenir debout parce que les genoux plient sous la pression de son propre poids. C'est ça qui lui arrive. Ouais. Verstappen est étouffant comme ça. Même si c'est des amis, Verstappen a cette aura-là. Et ça paraît de plus en plus avec le championnat qui se ressent. Non, il n'y a pas d'amis en piste, puis c'est deux fois plus vrai quand que t'es avec Max Verstappen, parce que lui, il a vraiment pas d'amis en piste. Tu soulignes le point, puis c'est Kevin Fontaine, qui notre historien ou un podcast que tu connais très bien aussi, qui Mhm. m'emmenait le point l'autre jour dans une discussion. C'était pas lors d'un enregistrement. Puis il me rappelait la situation qui est pas si loin que ça dans l'histoire, mais c'était un affrontement entre Alonso et Michael Schumacher qui était à Suzuka. Puis Mhm. dans la grande ligne droite, où ce que normalement on va attendre pour la chicane pour passer par le dépassement, ben Alonso avait décidé de rester à ses côtés malgré qu'on se dirigeait à des vitesses qui frôlent ou qui dépassent les 300 km/h. Puis après ça, en entrevue, Alonso avait mentionné, je savais que je pouvais me placer à l'intérieur, rester là, parce que Schumacher a deux enfants à la maison, puis il y a une femme qui l'attend. Moi, j'en ai pas. Fait que, Exact. Puis bon, on parle de Schumacher en plus. Puis c'est à l'extérieur, en plus de ça, d'un des virages les plus rapides du Canadien qui se prend en fond. c'est ça. Mais Puis Alonso, j'aurais dû l'inclure là, dans les exemples que je faisais, mais non, tu non, as c'est bien correct, c'est raison. Là. correct. Ton Mais exemple est très bon, hein. il fait facilement partie de ce groupe-là Ouais. pour cette raison exacte-là. Et quand tu es capable d'avoir le numéro d'un septuple champion du monde et le meilleur pilote de tous les temps à ce moment-là, je pense que t'es quelqu'un qui est extrêmement fort mentalement. Alonso nous le démontre encore. C'est ça. Puis, tu sais, les gens, des fois, vont dire, ah, ben, c'est antisportif, j'aime pas sa technique. Mais, puis, maintenant, Alonso, on le connaît sur une autre forme, on connaît le gars souriant, des choses comme ça. Mais quand t'es rendu à analyser que lui, l'autre a des enfants, l'autre a une femme à la maison, il pourra pas prendre ce risque-là. C'est pour montrer à quel point qu'il y a des guerres mentales et psychologiques en course automobile, comme dans tous les autres sports. Et tout ce que tu peux utiliser sur ton adversaire, ben, pour toi, ça peut s'avérer être des dixièmes ou ça peut être s'avérer être des dixièmes dans tes poches. Ces dixièmes-là, ben, sont drôlement précieux rendus à la fin d'une course, puis sont drôlement précieux à la fin d'un championnat. Avant de Exact. clore ce sujet-là, parce que je trouve ça super intéressant de l'aborder avec toi, on l'aborde d'une autre façon qu'on le fait ici jusqu'à présent dans les dernières semaines. Je suis certain que les auditeurs vont être d'accord avec ça. Le bout que j'apporte, je sais que les gens n'aiment pas ça lorsqu'on mentionne ça, mais on vient d'inventer le mot, ou c'est peut-être que ça existait déjà, mais tu as dit le plongeon kamikaze à l'intérieur que Verstappen et qu'on appelle le dive bomb en anglais. Si on retourne à un duel Arnoux Villeneuve. Oh, Je le sais que c'est sacré, les gens aiment pas ça, puis c'est un héros national, puis on va même en parler tantôt là, de ce qui est arrivé pour la statue, là, une nouvelle traîtrise autour de Gilles Villeneuve, puis je vais absolument prendre un temps pour le mentionner, la situation, mais si vous voulez voir la définition de plonger à l'intérieur puis de penser que c'est sale, que c'est pas propre de faire ça, puis allez voir ce que Arnoux et Gilles se sont fait. Puis il y avait un immense respect entre les deux pilotes. Ça faisait plus partie du jeu dans le temps, là. Ça faisait partie du quotidien de voir ça. Puis même les commentateurs, que ce soit en français, en anglais, que ce soit dans n'importe quelle langue, ont eu des réactions tout au long de dire, mais c'est dangereux. Tu sais, je me rappelle le commentateur français qui dit, mais ils sont fous, ils vont se sortir, ils se touchent à qui veut mieux. Ça, c'était de la course dans le temps. Mais là, aujourd'hui, lorsqu'on voit une compétition qui dure un tour, deux tours, ce que quelqu'un va défendre de façon très sévère, de façon, tu vas utiliser le mot kamikaze, mais là, à ce moment-là, on s'insurge, puis on en parle pendant des semaines. Pourtant, quand ouais. on regarde encore après plusieurs années, le duel Arnaud-Villeneuve, ben, moi, on a publié ces vidéos-là sur notre page le 8 mai, jour du décès de Gilles, puis les commentaires qu'on a, on n'en a plus des bagarres comme ça n'existe plus, on en a plus. Puis lorsqu'on en a, ben, on dirait qu'on les veut plus. C'est un peu dur Ouais, à tout le monde, situer exact. versus ça. Non, c'est ça. Hein? Tout le monde va avoir l'air du commissaire aux pattes blanches, là, que, ah, moi, dans ma F1, ça arriverait pas, c'est Ouais. incroyable qu'on laisse ça Ben, ça serait de passer. la F1 Hey, plate. exact. Les esprits s'échauffent à un point où ce que les gens peuvent même pas comprendre à quel point t'es,
comment dire, Ben, l'adrénaline. dédié, Ouais. l'adrénaline, t'es tellement dédié à ta mission personnelle, les deux pilotes ensemble, leur destin qu'ils veulent pour eux-mêmes sont en conflit. Il y a rien, il faut pas aller plus haut au niveau de compétition, là. Mhm. Surtout dans le temps, là, parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient aussi y laisser leur peau plus qu'autrement. Dans l'équivalent des bains avec des réservoirs d'essence, comment dire, des explosions ambulantes là, qui conduisaient à l'époque. Là. Ah ouais, le feu était omniprésent Euh, dans ce temps-là. Là, tu sais. ah, ben oui, ben Puis, oui. on se rappelle Grosjean, là, puis il s'en est bien sorti, puis ça a passé très, très près. Mais du feu, on voit pas ça souvent là, en F1 là, maintenant. Là. Puis on va toucher du bois, là, tant mieux, là, on veut pas en voir, mais avant, ça faisait partie du domaine. Là. Ta voiture s'enflammait aussitôt qu'il y avait un contact. Là. Exact. Non, non, aussitôt qu'il y avait que que la réserve était percée d'une certaine manière, Hmm. le feu était jamais bien loin. Tout était chaud alentour. Ça prenait pas grand-chose. Ricardo Paletti en 82 est un exemple de ça. Quelques minutes après son impact, tout d'un coup, la boule de flamme. Les exemples dans les années 60, 50 et 70 sont trop nombreux pour les compter. Un des plus récents, c'est celui-là, et celui de Grosjean, évidemment. Donc, puis, évidemment, je tape dans les pluies, le père, soi-disant, dans Ah oui, les oui. pluies, Ben, ça, c'est la c'est un raison classique, pourquoi ça. on a modifié maintenant que on a des pleins de carburant, puis on veut pas remplir les F1 en pleine course. Justement, pour ça, là, on veut éviter ces choses-là. Ça, le père de Verstappen, il aurait pu y passer pas à peu près dans cette situation-là. Et Ah oui, écoute, 10 ans avant, sûrement. si tu me permets la petite parenthèse, je m'en voudrais vraiment de pas mentionner ça parce que c'est un sujet aussi qui a retenu beaucoup l'attention. C'est un sujet qui est plus, qui nous concerne un peu localement, mais qui concerne bien des gens, qui a attristé bien des gens. C'est que la statue devant le musée Gilles Villeneuve à Berthierville, qu'on vous invite souvent à aller visiter. Si vous ne l'avez pas déjà fait, là, c'est ouvert à l'année longue. Vous pouvez prendre les heures d'ouverture sur le site Internet. Ces choses-là, c'est une belle visite à faire. C'est pas seulement oui, ça s'appelle le musée Gilles Villeneuve, mais c'est aussi un temple du sport automobile pour autant pour Jacques Villeneuve, que ce soit pour les Patrick Carpentier, les Alex Tagani, ainsi de suite, les frères Dumoulin, dans plusieurs catégories. Donc, vous pouvez voir des artefacts qui appartiennent à l'histoire du sport automobile québécois. Mais un des attractions touristiques, c'est le monument à l'extérieur. C'est une statue de Gilles montée sur un podium où les gens de partout dans le monde pouvaient prendre quelque chose, un point en commun, c'est-à-dire avoir un cliché à côté de leur héros sur un podium, soit qu'on pouvait choisir d'être sur la deuxième, la troisième marche ou de tout simplement monter sur la première marche avec Gilles, prendre une photo là. Donc, c'est un peu touchant de voir que tu as des gens à travers le monde qui ont cette photo-là, mais présentement, les nouveaux visiteurs, pour l'instant, cette statue-là, elle a disparu puisque des malfaiteurs, on dit des parce que c'est dur à croire qu'une personne aurait réussi à seulement C'est scier ça. les jambes de la statue de bronze, la mettre dans je sais pas quoi et partir avec. On dit, selon Alain Bellumeur, qui est directeur général du musée, que ce serait probablement pour la faire fondre et s'en débarrasser, puisque c'est très dur de revendre une statue-là. Tout le monde est au courant. On a maintenant une récompense qui a été accumulée. On parle de 32 000 environ, quelque chose comme ça, là. Peut-être à confirmer le montant, là, que si vous avez des informations versus ça pour retrouver la statue, je vous donne où téléphoner premièrement, là. Oui, il y a on pouvait téléphoner communiquer avec la Sûreté du Québec au 1-800 659-4264, 1-800-659-4264. Si vous n'avez pas réussi à prendre le numéro en note, vous êtes dans la voiture, vous n'avez pas un papier crayon, vous n'êtes pas capable de le prendre, vous pouvez communiquer avec moi ou on a une publication aussi sur notre page Facebook du F1 Podcast, sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, X, Twitter, pour le voir. Puis il y a aussi l'adresse courriel qui est le info en commercial musée-gilles-villeneuve.com. Vous pouvez aussi appeler votre police municipale, n'importe qui. Je suis pas mal sûr qu'ils vont être au courant du dossier, vont être capables de la refiler à qui de droit pour être capable d'épingler ces personnes-là qui sont, comme Alain Bellumeur a dit, pour moi, c'est des gens qui sont sans culture et sans respect pour s'en prendre à la statue comme ça. Donc, je sais pas si tu voulais glisser un petit mot là-dessus, quelque chose qui... C'est dur d'avoir des mots gentils là, pour quelqu'un qui aurait fait ça, là, ou du moins politiquement correct, là. Mais en tout cas, je sais pas qu'est-ce que ta réaction versus ça, j'imagine que c'est comme tout le monde. Là. C'est un peu incroyable de penser que quelqu'un a fait ça. Non, exact. J'ai rien à rajouter d'autre. Tu as bien fait de prendre le temps de mentionner, mettre la lumière là-dessus, mais en gros, ces gens-là méritent pas grand-chose. Ces Non, gens-là méritent, de se faire probablement leur épingler, fin, là, ouais. se faire épingler, leur fin qui leur vient dans la situation où ils sont épinglés pour une somme de 32 000. J'imagine que ça va valoir la peine. Là. C'est,
c'est vraiment déplorable. Il n'y a rien à dire. Je trouve vraiment qu'on manque de classe quand c'est notre quand c'est le genre de situation qui sort, là, c'est vraiment plate. Non, Rien d'autre à dire. on s'en prend à notre histoire, là. C'est ça. Il y a pas. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai trouvé ça vraiment plate d'apprendre la nouvelle hier, puis ça a été la même réaction là, sur les réseaux sociaux toute la journée. Puis j'ai vu les commentaires du monde en Italie qui en revenaient pas que c'était arrivé aussi, qu'on n'avait pas plus de respect que ça pour la culture. Je sais pas qui a fait ça, mais je serais vraiment curieux de le savoir. La priorité, c'est de récupérer la statue, puis après ça, de voir quel genre de personne a fait ça. Du moins, il faut vraiment être désespéré. Euh, En conclusion, pour les sujets, pour les informations, je l'ai déjà mentionné, pénalité du côté de Verstappen, il change son moteur. Certains se sont réjouis de la nouvelle, en disant ça va relancer le championnat. Faut juste prendre un petit grain de sel là-dessus, par exemple, que oui, on change seulement la chambre à combustion. Par contre, comme je le mentionnais tantôt, on était rendu à une étape où on réduisait les moteurs du côté de Red Bull. Et ça peut être une bonne stratégie aussi, non seulement à cause de la configuration du circuit d'Interlagos, mais aussi parce que comme il reste seulement que maintenant 4 courses à la saison, normalement un moteur est bon pour 7 courses, on le disait, ben Red Bull va avoir le luxe d'ouvrir un peu plus le moteur de Verstappen. Il pourrait être capable de développer un peu plus de puissance. Donc, c'est une belle stratégie à adopter pour la fin du championnat. Ça pourrait en certains endroits lui donner peut-être un avantage, quoique la McLaren est très rapide aussi, mais on en était rendu là, on n'avait pas le choix. Si on se rappelle Lewis Hamilton, dans un championnat 2021, on avait décidé à même endroit au Brésil de changer le moteur et ça avait permis à Mercedes de développer un peu plus de puissance sur la Mercedes de Lewis Hamilton pour la fin, lui donner un peu plus d'outils pour se battre pour le championnat. Ça n'a pas fonctionné en fin avec tout ce qui s'est passé, mais ça lui a quand même donné un bon service pour avoir une bonne lutte jusqu'au dernier tour, quoi. Dernière information du côté Alonso est malade depuis le dernier Grand Prix. Ça s'est poursuivi cette semaine. Il y a eu des traitements. Il a une infection à l'intestin. Ça a été guéri. Il a manqué la journée des médias puisqu'on a un peu bouleversé son horaire de voyage à cause de ça. Il n'a pas pu se rendre à Sao Paulo au temps prévu. Donc, il a manqué la journée des médias, mais il va être là pour tout le week-end. Pour l'instant, c'est la nouvelle qu'on a. Il était là aujourd'hui. Est-ce que ça va se poursuivre? Est-ce qu'il va rester en santé? On lui souhaite. Il approche son 400e Grand Prix. Il a été présent pendant 400 événements, mais il n'a pas disputé les 400 Grands Prix encore. Ça sera au 14, si tout se passe bien, qu'il devrait disputer ce 400e Grand Prix-là. Donc, on lui souhaite d'être là et surtout de rester en santé. Du côté de Magnussen, lui, ben, il était un peu moins chanceux. Lui, on ne sait pas ce qu'il y a. On peut pas vous le dire. On n'a pas de diagnostic encore. Il est malade. Donc, on a appelé, c'est à 6h30 ce matin. Il y a un certain Oliver Berman que son téléphone a sonné. Je peux te dire une chose, Jean-Christophe, si tu continues à faire de la course automobile un jour, puis tu Oliver Berman comme coéquipier, ben, il a l'air à porter malchance, ce gars-là, ou comme pilote de réserve, parce que Carlos Sainz avait Berman comme pilote de réserve. Une crise, il est une appendicite. Après ça, on a eu Magnussen qui a été suspendu, donc on appelle Berman en remplacement. Magnussen est malade, Berman se retrouve encore. Donc c'est déjà son troisième Grand Prix cette saison en remplacement. C'est quelque chose qui est assez inusité. On voit pas ça souvent, mais il a très bien fait à tous les fois qu'on l'a appelé. Donc, à 6h30 ce matin, on lui a communiqué la nouvelle comme quoi on avait besoin de lui pour la séance d'essai libre. Il y en a seulement qu'une lors d'un week-end sprint. Il fait aussi la sprint shootout, donc la qualification. Et selon l'article 37.1, si un pilote n'est pas en mesure de se qualifier, ben, il peut pas participer à la course. Donc, par conséquence, Berman se retrouve automatiquement à devoir faire la course sprint de samedi. Donc, c'est la nouvelle qui est tombée. Donc, il doit se qualifier. Il doit aussi participer. Donc, Magnussen peut réintégrer son poste à compter de samedi après-midi pour la qualification du Grand Prix. S'il ne peut pas être là, ben, l'article que je viens de vous nommer, l'article 37.1, va rentrer en vigueur à nouveau. Puis on va devoir il va devoir céder son volant pour la course aussi, puisque si c'est Berman qui se qualifie, ben, c'est lui qui devra participer au Grand Prix. Ça conclut l'actualité de mon côté. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter sur ces sujets ou on peut passer à la journée de vendredi qui se déroulait au Brésil? Non, t'as bien fait ça. On peut résumer. Bon, ben, sans plus tarder, on passe à la journée de vendredi. Pour une 41e fois dans l'histoire, les F1 prendront le circuit d'Interlagos au cours du week-end à Sao Paulo, au Brésil. Maintenant, on l'appelle ça le Grand Prix de Sao Paulo pour des raisons de financement ainsi que des raisons de tourisme.
c'est un circuit qui est assez impressionnant et qui nous donne toujours des bons spectacles. On en parlait en début d'épisode. Un circuit fait sur mesure pour accueillir des courses sprint, un tracé de 4,309 km. On dispute un tour à 58,72% du temps à plein régime. 15 virages, deux zones DRS et c'est un circuit qui a été entièrement resurfacé au cours de la saison morte. Donc, les pilotes étaient attendus par une nouvelle surface, mais qui était très bosseuse et qui a donné de gros mots de tête, non seulement aux 20 pilotes, mais surtout à Lewis Hamilton, qui a même qualifié que ça lui a donné des souvenirs un peu de Bakou il y a quelques saisons, avec cette fameuse épisode du marsouinage. Jean-Christophe, j'attire ton attention sur une situation comme ça. Lorsqu'on est sur un circuit bosselé, je sais que ça t'est déjà arrivé dans ta carrière, puis tout ça, on dit qu'on a des difficultés surtout à trouver les bonnes zones de freinage. C'est aussi dur un peu à se situer où ce qu'on est rendu, puis tout ça. Est-ce que tu as déjà eu à faire face à ça? Oui, ça, je le sais, mais est-ce que ça a déjà été pour toi un problème ou quelque chose qui t'a embêté au point de dire, ce circuit-là, je l'haïs juste à cause de ça? Euh, on dirait que les très bons circuits vont être agréables malgré leurs défauts et des fois ça fait partie de leur caractère. Si un circuit est mauvais, les défauts sont juste amplifiés. Donc c'est vraiment du cas par cas. Je Mhm. donne un exemple. Toutes les fois où j'ai été sur le circuit Gilles Villeneuve, un circuit, un, bossé, deux, jamais vraiment beaucoup d'adhérence, toujours très poussiéreux parce qu'il n'y a pas de course à l'année longue, il y a juste un cours, le week-end de F1. Et ce qui donne une surface très peu propice à de l'adhérence élevée et beaucoup de boss. Mais, c'est-tu un des meilleurs circuits que j'ai fait de ma vie, pas juste parce que c'est un circuit de fin? Ben oui, j'adore ce circuit. Le circuit m'a adoré. Et comment dire, quand tu es capable de trouver ton rythme sur un circuit que t'aimes, on dirait que les autres trucs négatifs, ça tombe un peu, ça devient moins important. Donc, un circuit comme Interlagos, euh, comment dire, avec ses propres particularités, un circuit simple en design, mais toujours efficace à quel point il y a tout le temps beaucoup pour Des parler en zones de français, dépassement. du racecraft, Mhm. du racecraft possible, des zones de basse vitesse. Et justement, la manière qui est faite, qui est très simple, donne beaucoup plus de libre justement à ce que tout se passe vraiment dans les virages lents et dans les zones de freinage. Et il n'y en a pas tant que ça. Il y en a quelques-unes après des grosses zones d'accélération. Fait que beaucoup d'opportunités, propice à une course sprint, puis on a toujours un bon spectacle. D'où aussi l'ambiance d'un pays en arrière qui est extrêmement passionné pour leur course automobile, qu'ils sont depuis longtemps. Donc, on met ça tout ensemble, puis on a vraiment un bon week-end en avant de nous, là, déjà très prometteur avec les qualifs de sprint. Mais moi, je pense que on a de tout. Puis c'est la recette qu'on a besoin pour avoir une recette gagnante. Lorsqu'on a, comme tu dis, une portion plus lente, on a la grande ligne droite. On a une portion aussi qui fait pratiquement penser à un ovale euh, dans les pas autant prononcé que les Indianapolis, mais lorsqu'on sort du dernier virage pour s'en aller vers la grande ligne droite, comme tu disais aussi, le premier virage, aussitôt que tu compromets un peu soit ton freinage, soit ton entrée, ton point de corde, ben, tu es aussitôt à la merci d'un adversaire puisque tu es déjà en train de t'élancer dans la deuxième grande ligne droite. On parle de deux zones DRS. Les zones DRS sont très proches aussi. Donc, il y a vraiment une portion, comme tu dis, extrêmement rapide, puis une portion lente. Puis tout ça, ça fait que tu es obligé de choisir, de faire un compromis avec ton écurie, avec ton ingénieur pour choisir les bons réglages, déceler ce qui est le mieux, où ce que tu peux gagner du temps, où ce que tu peux en sacrifier un peu pour être récompensé ailleurs, protéger tes pneus pour la section plus lente, mais il faut que tu t'en gardes aussi pour la fin. Donc, tout ça, là, c'est pas pour rien qu'on retourne. Je le disais, là, c'est une 41e fois qu'on va là. C'est rendu moi j'appelle ça, c'est un classique. La F1, elle est là. Il y a aussi eu longtemps où on terminait la saison là-bas. Je pense que si on Mhm. passait au vote pour savoir où on pourrait recommencer à terminer la saison, moi, c'est certain, là, de ma part, puis
je serais pas surpris que le circuit de Sao Paulo aurait énormément de votes pour que ça soit la fin d'une saison encore qu'on dispute là-bas. Ça pourrait être une question, ça, qu'on pourrait envoyer aux auditeurs, mais je te la pose à toi. Est-ce que tu serais en faveur, ben, mettons dans tous les circuits présentement, là, je te lance ça là, à bout pour point, là, t'es pas vrai. On n'en a pas parlé avant, puis je te l'ai pas envoyé cette question-là. Là. Normalement, on fait pas ça non plus. Là. C'est pas comme si on se prépare des semaines d'avance pour savoir à quoi répondre. Mais si je te lance ça comme ça, est-ce que Interlagos, tu serais pour terminer la saison d'F1 là-bas encore ou tu aurais un autre circuit en tête où ça serait idéal pour ça, là, pour un championnat? Oui, on dirait que l'atmosphère dans les montagnes avec le microclimat déjà donne toujours des courses très imprévisibles. Et pour une fin de championnat, qu'est-ce qu'on aime le mieux? C'est pas pour les pilotes, eux autres n'aiment pas ça, qu'ils soient imprévisibles. Mais nous, Mhm. on aime ça en tant que spectateurs. Puis C'est ça. ça nous a donné des fins de championnat incroyables. On peut juste remonter un petit peu au championnat Raikkonen, au championnat Hamilton. C'était tout décidé à cette course-là. Championnat 2012 aussi, qui était super serré. C'était comme un championnat à 4 de large, là. Avec C'était vraiment Vettel. intéressant. Mhm. Exact. Il y avait Vettel, Alonso, Weber, puis quelqu'un d'autre aussi. Je sais plus. Mais tout ça ensemble, ça c'est vraiment cool. Abu Dhabi, ça a son, ça a son cachet, là. Tu sais, c'est très glam, puis c'est à la fin de point de la technologie, là, puis whatever, ça met un point d'exclamation sur la saison. Mais je vais y aller avec je vais aller encore une fois avec un drôle de choix. Euh, la première édition, puis les premières éditions du Grand Prix du Canada, c'était toujours en fin de saison. Souvent, c'était la Octobre. dernière aussi. Ouais. Ça serait des températures d'octobre, là, ouais, avec des F1 du Canada, de Montréal spécifiquement, ça serait absolument fou, ça. Comme en 78, là, lorsque je l'avais gagné, il y avait des flocons de neige. Ça serait fou, ça, de voir ça, des F1 là, qui roulent super bas de pression, qui frottent par terre parce qu'ils sont pas capables d'avoir la température, puis il y a de la. Mhm. Puis après ça, il y a de la. Il y a du gros. Il y a du gros dérapage. Alors, moi, j'aimerais savoir ça, là, en tout cas, c'est sûr et certain. Ouais, j'aime ton idée, mais si tu mentionnais que les écuries d'F1 puis les pilotes n'aiment pas ça quand c'est dur ils n'aiment pas l'imprévisible, ben là, les flocons de neige, la température, hier, il faisait 23 degrés au Québec. Ah Là, ça ouais. aurait été propice à avoir de la F1, mais t'as d'autres fois que ça va tomber sous la barre des zéros. Ouais, ça serait des méchants maux de tête. Il y a aussi le fait que, ben, il y a d'autres endroits que c'est comme ça. Le soleil se couche aux alentours de 5h45. Fait que c'est sûr que tu es limité dans ton temps, où tu commences quand même assez tôt toutes ces choses-là, ben, je suis d'accord avec toi que je l'ai pas vu venir cette réponse-là, mais c'est vrai que dans l'histoire, 1978 d'ailleurs, que c'était le dernier Grand Prix de la saison, ça avait été une victoire C'est un choix absolument fantaisiste, là, mais ouais. juste de s'imaginer de faire l'exercice, ça serait super drôle. Non, c'est très, très, très bon. J'aime ta réponse. Pour ce qui est ben là, on l'a dit, il y a toutes les courses sprint à toutes les saisons depuis que ça a été instauré, il y en a toujours eu une au Grand Prix au Grand Prix de Sao Paulo. Je disais maintenant, ça a changé de nom, on n'appelle plus ça le Grand Prix du Brésil. Pardonnez-moi si des fois je me trompe, j'appelle encore ça comme ça. On a décidé d'aller vers là, d'opter vers de ce côté-là. Il y a certains d'autres endroits aussi qui vont vers là. Ben, c'est sûr qui paye pour avoir le Grand Prix, ben, a le droit de mettre son nom là-dessus. La journée qu'on va peut-être payer un peu plus cher ou que la ville de Montréal va décider de s'impliquer, ben, ce sera peut-être le Grand Prix de Montréal et plus le Grand Prix du Canada. Bon, on n'est pas rendu là. Mais pour le Brésil, maintenant, on mentionne le Grand Prix de Sao Paulo. Interlagos, il y en a qui se demandent, peut-être très peu, qui se demandent qu'est-ce que ça veut dire. Ben, ça veut dire entre deux lacs. C'est la situation géographique du circuit. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. Et puis, les améliorations pour le week-end, ça, c'est toujours une partie que les gens ont hâte d'avoir parce que c'est plus facile après ça, lorsqu'on regarde une course, de se faire une idée claire, de savoir pourquoi les autres ont tant gagné de vitesse, qu'est-ce qui se passe avec eux, donc ils sortent de où, qu'est-ce qui se passe, c'est juste la configuration du circuit qui fait qui se prête mieux à la voiture ou on a apporté quelque chose. Mais là, c'est assez simple. Il y a eu des moments dans l'année où on avait 9 écuries sur 10 qui apportaient quelque chose. Là, il n'y en a que deux. Lorsqu'on parle des spécifications, des améliorations, ben, c'est quelque chose de nouveau. C'est qu'on a soumis à la FIA un changement des nouvelles pièces et à ce moment-là, ben, c'est publié. La FIA analyse les pièces, c'est autorisé et puis c'est seulement de ça qu'on parle. C'est sûr qu'il y a des changements sur les voitures, mais les changements sont simplement propices au circuit et c'est des choses qui ont déjà été vues dans l'année, donc c'est des changements de configuration. Lorsqu'on vous parle, c'est seulement les nouvelles pièces. Nouvelles pièces, ben, lorsqu'on regarde McLaren, eh bien oui, encore eux, ils ont la meilleure voiture du plateau depuis déjà le Grand Prix de Miami, mais on continue d'apporter des améliorations. Vous le savez, on a énormément de temps en soufflerie à cause de notre positionnement. Donc, on a ce luxe-là. McLaren se bat pour le championnat, donc on n'a pas commencé à tout changer
notre cible est s'enligner vers 2025. On continue de se concentrer sur 2024. On veut saisir cette opportunité-là, autant au niveau des constructeurs qu'au niveau des pilotes. Donc, après avoir apporté un nouveau plancher seulement sur la voiture de Norris au Mexique, et après avoir apporté aussi une modification de l'aileron avant pour aider un peu, aider l'appui aérodynamique, eh bien là, on est allé avec l'aileron arrière. Il s'en est toute une modification. Lorsqu'on la regarde, on peut la décrire comme une forme de cuillère ou une forme de V. C'est vraiment concentré au milieu où ce qu'on veut vraiment apporter le plus d'appui aérodynamique vers le milieu de la voiture. On veut aussi réduire la traînée. Puis dans la situation, dans sa forme géométrique de l'aileron, lorsqu'on ouvre le DRS, eh bien, ça vient maximiser la sortie d'air lorsqu'on enlève toute cette traînée-là. Bien, à ce moment-là, c'est supposé être plus efficace. Un peu comme le premier principe de Red Bull dans leur saison très dominante, là, notamment la RB19, on disait toujours, oh, leur DRS, il se passe quelque chose. On se demandait même à un certain niveau si c'était pas illégal, s'il n'y avait pas quelque chose qu'on faisait différent. Bien, c'est ça. On concentrait à un certain endroit. Donc, lorsqu'on ouvrait l'aileron, bien, on avait un effet qui se multipliait et on était capable de gagner un avantage subséquent sur nos adversaires. Bien, c'est ce qu'on cherche à faire du côté de McLaren. Bien sûr, dans une version peut-être 2.0 ou encore même plus ça, on est quand même rendu à une autre. On en a avancé dans cette génération de voitures-là, donc on les comprend mieux. Et forcé d'admettre que les résultats qu'on a vus jusqu'à maintenant c'est assez incroyable, là. Je suis persuadé que la plupart des écuries présentement font leur devoir et analysent cet aileron-là, non seulement pour savoir si elle est légale, entièrement légale dans tous ses côtés, mais aussi de savoir est-ce qu'on n'a pas un peu de budget, qu'on n'a pas un peu de ressources pour être capable de sortir un lapin de notre chapeau d'ici la fin de la saison, même s'il ne reste pas beaucoup de grands prix, ou au moins de la mettre sur la fiche de travail là, pour le développement de l'année prochaine. On dit du côté de McLaren que ce sera seulement pour Sao Paulo, qu'on ne l'utilisera pas ailleurs, sauf qu'il y a de quoi faire avec ça, peut-être pour ramener cette configuration-là ailleurs, ça reste à voir. Avant qu'on se lance un peu sur la première séance de Célib qui nous a montré des résultats concrets de l'aileron, je vais juste passer assez rapidement Sauber, Kick Stack F1, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, qui deviendra Audi en 2026. Oui, il reste encore une saison de misère où ce que l'écurie cherche plutôt à seulement récolter l'argent des commanditaires sans trop en dépenser, puisqu'on sait qu'on s'en va du côté de Sauber. Eh bien, on a fait une petite modification à la suspension. On essaie un peu de protéger notre image. On n'a pas accumulé de points. Nos deux pilotes sont à zéro depuis le début de la saison. Je suis persuadé là, qu'on aimerait ça au moins aller en chercher un d'ici la fin. Ça sera pas facile à faire puisqu'on se retrouve plus souvent qu'autrement en fin de peloton. Pour la EL1, donc l'essai libre 1, c'est Lando Norris qui a été le plus rapide, suivi de George Russell et de Oliver Burman. Oui, le gars qui a eu le téléphone à 6h30 le matin, ben, il a signé le troisième temps à bord de sa voiture As. Donc, encore là, chapeau, l'homme des grandes occasions. On l'appelle à la dernière minute, puis à toutes les fois, il répond à l'appel. On l'avait vu en Arabie Saoudite, son premier Grand Prix en carrière, à bord d'une Ferrari cette fois-là. Avait aussi répondu aux attentes, avait réussi à qualifier sa voiture et même marquer des points. Donc à ce moment-là, il l'a répété aujourd'hui en essai libre. C'était de voir s'il était capable de transposer ça en course sprint. Vous savez, on parle pas souvent de la première séance d'essai libre, c'est la seule du week-end. C'est pour ça que je voulais un peu attirer votre attention là-dessus, mais là, on va passer à la qualification sprint shootout qu'on appelle, qui décide la grille de demain pour la course sprint du samedi. Si je dis que Lando Norris était un laser à aller jusqu'à son dernier tour en Q3, est-ce que tu es d'accord avec moi? Euh, ouais, c'est sûr et certain. Ben, C'est pas de vraiment bon sens. impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Mais j'ai l'impression même que l'écart en qualification pour le sprint après ça, j'ai l'impression qu'ils ont sandbagué. C'est beaucoup trop impressionnant. Mhm. Puis en plus de ça, dire qu'ils vont juste la garder pour un Grand Prix, mon œil, là, je veux dire, si ça marche, ça marche. Là. Je veux dire, c'est pas eux un circuit spécifiquement, il n'est pas particulièrement unique, le circuit de Sao Paulo. Mhm. C'est un circuit avec des courbes comme les autres. Si ça marche là, ça doit marcher ailleurs, puis réajuster. Non, ils font pour un championnat, ils disent ça pour diverger l'attention un petit peu, mais non, non, mon œil. Ouais, ils veulent pas que les autres équipes sacrifient un peu de budget pour dire on va faire ça toute la saison. Ils disent oh non, de toute façon, on va juste avoir une course pour l'aura pas. Mais avec les Exact, résultats exact. d'aujourd'hui, écoute, j'attire ton attention. Je sais qu'ils ont refait la surface, ils ont resurfacé le circuit. C'est dur des fois de comparer une année à une autre, mais de voir un écart, d'aller jusqu'à la pole de l'an dernier, aller jusqu'à un temps en Q2,
il y a un certain moment, Lando Norris était 1,6 secondes plus rapide que l'année Ouais. dernière. C'est un autre univers, là. D'habitude, c'est des écarts de demi-seconde, peut-être trois quarts de seconde d'une année à l'autre pour des circuits avec des surfaces continuelles. Mhm. Mais là, 1,6, c'est un petit peu ridicule, là. 1,6, ça n'a pas Puis, de bon sens. d'habitude, Lorsqu'on une fait. nouvelle surface, c'est pas Mhm. tant avantageux parce qu'elle n'a Mais pas, non. elle a pas de bitume, elle est verte, comme on dit. Donc, Oui. c'est peut-être un type de surface avec le climat là-bas qui fait que, directement en sortant, première fois avec des F1 dessus, magiquement, c'est plus rapide, mais ça me surprendrait. Ce qui m'a surpris, moi, tu parles de surprise, c'est qu'on attendait Lando Norris. OK? Moi, j'ai pas été surpris de ça, mais je commençais à en douter, là, dans le sens, la semaine dernière, je mentionnais, ça fait 2 week-ends de suite qu'Oscar Piastri fait une erreur en qualification. Il se ramasse expulsé avant qu'il devrait l'être parce qu'il a la voiture pour se rendre en Q3, il a la voiture pour viser la pole. J'ai dit, si j'étais Lando Norris ou n'importe quel autre pilote sur la grille, je me méfierais d'Oscar Piastri au Brésil. Il va vouloir sortir fort. C'est très rare qu'il connaît 2 week-ends. Je pourrais dire, peut-être difficile, mais 2 week-ends de rattrapage. C'est pas Ouais. Sergio Perez, c'est pas dans ses habitudes. Du moins, son historique en F1, du moins, son historique en F1 est très court, seulement sa deuxième saison. Sauf qu'il nous a habitués à des standards assez hauts et à être très constants. Malgré que c'est ce qui est le plus dur à aller chercher lorsqu'on arrive, c'est d'avoir une constance. Puis lui, il l'a déjà. Donc, je Mhm. m'attendais à ce qu'il soit très, très dangereux. Jusque-là, je fais, j'étais vraiment prêt à dire Lando Norris va avoir la pole parce qu'il était un laser. Je dis, ça n'avait pas de bon sens la vitesse qu'il avait. 8 dixièmes des fois qu'il retranchait d'un tour. 8 dixièmes, c'est épouvantable. Puis là, finalement, Mhm. c'est Oscar Piastri qui signe la pole position. Même Lando Norris, d'après moi, ne l'a pas vu venir, celle-là. Non, ben, par peine de misère, par 29 centièmes de seconde, si je me souviens bien. Mhm. Rendu là, c'est peut-être 0,05 secondes de plus tôt sur l'accélération d'un virage. Je dis ça grosso modo, Ça là. peut même être un temps de réaction sur son ouverture de DRS. Il Ah, faut c'est l'accepter. exact. Pour des écarts comme ça, aux vitesses qui vont, c'est des marges infiniment petites. Mhm. Et ça veut juste dire que, les deux sont au même niveau, certainement. Là. Tu sais, on parle pas de Perez contre Verstappen. Là. Encore une fois, Perez nous montre encore une fois la raison pourquoi on est concerné qu'il y a encore son siège. Ouais. Pour je sais pas la combien de fois cette année. Combien de fois. Euh, Grand Prix du Mexique, c'était lui, le nombre d'erreurs qu'il a faites, là, on en reviendra rapidement, là, mais là, encore une fois, pas fiable, pas capable de se mettre en qualif. Contrairement à lui, Piastri, quand il y a un mauvais week-end, tout d'un coup, il rebondit très bien. Ouais. Très bonne tête sur ses épaules, ce jeune homme de 22 ans, je crois. Encore une fois, il me confirme qu'il y a. Pour la raison pour laquelle il y a ce siège-là, c'est parce qu'il est capable de compétitionner avec Lando, contrairement à Daniel. Puis il le refait encore avec la pole. J'ai bien hâte de voir, surtout au départ, euh, soit pour la course de pré-sprint ou la course, le Grand Prix le dimanche. J'ai encore raison de penser que Norris va faire un départ pas top, pas juste pour dire qu'il s'enlève de son propre chemin. D'après moi, Piastri et peut-être même Leclerc vont pouvoir le manger au départ. Puis après ça, ben, ça va peut-être être une lutte à deux, Leclerc, Piastri et après ça, un petit peu en arrière, Verstappen, Lando. Eux autres qui ont déjà même leur propre championnat et Pi- Piastri et Leclerc qui ont leur propre raison. Donc, encore une fois, un superbe week-end en vue, en espérant autant de rebondissements. Ça m'étonnerait d'avoir autant de rebondissements qu'au Mexique. Ça, on était amplement gâtés de ce côté-là. Mhm. Mais les enjeux sont toujours les mêmes. On a encore des voitures très similaires dans les mêmes positions un peu et plusieurs batailles du même front. Donc, c'est un bon moment pour être un fan de F1 et j'ai bien hâte de voir ça. Là, il y a plusieurs facteurs. Il y a la pénalité à Verstappen qui n'affecte C'est pas la vrai, course sprint. Là, c'est vrai. présentement, Verstappen, il se situe, Leclerc, lui, a signé le troisième temps, Verstappen le quatrième. Le problème, où ce qu'on se gratte la tête du côté de McLaren, on se dit, nos voitures, l'amélioration qu'on a apportée de l'aileron, wow, on a réussi notre coup. Norris, phénoménal tout au long de la journée. Piastri est de retour. Puis là, on se dit, le seul petit regret sur la journée, là, on le mentionnera pas, mais tu vas être d'accord avec moi, c'est le fait Piastri devant Norris, parce que là, ça nous donne une situation où ce que même si on a déjà mis la table, même si on a dit que la papaya rule, là, la règle orange papaye, où ce que on a le droit de courser les deux ont autant de chances, ben, on avait dit qu'on mettait ça un peu de côté d'ici la fin de la saison,
qu'on se concentrait sur le championnat de Lando Norris. Seul petit problème qui est à ça, c'est que on pouvait peut-être se donner ce bénéfice-là de commencer à dire, oh, on va faire des décisions sur notre championnat des pilotes, on va se viser là-dessus, parce qu'on semblait bien installé dans le siège du conducteur pour le championnat des constructeurs, mais c'est plus la même situation. Ferrari Exact. a pratiquement signé, heureusement que Norris a fini deuxième au Mexique, parce qu'on s'en allait signer 2 doublés d'affilée, qui aurait été catastrophique pour eux. Mais là, on est obligé de porter une attention très particulière à la Scuderia, qui Ben oui. travaille très fort. Fait que là, non seulement on se dit, on réussit à mettre nos 2 voitures pour la sprint en premier, sauf qu'on n'est pas dans le bon ordre. Fait qu'il faut qu'on trouve un moment du côté de McLaren pour inverser nos voitures. Mais ça, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que Piastri, en entrevue, a dit, oui, moi, je suis prêt à donner ma place, mais on va voir demain avec le rythme, on va voir avec ce qui se passe. Tu sais, je pense qu'il mentionnait un peu de dire, je ne vais pas juste lever le pied au départ pour le laisser passer. Puis avec raison, parce qu'on en parlait un peu avant de commencer à enregistrer le podcast, puis j'aimerais ça que tu mentionnes un peu aux éditeurs ce qu'on en parlait. C'est pas quelque chose qui est facilement faisable, là. Si, mettons, je pense pas que ce serait ton genre, là, je pense que tu es assez compétitif pour ça, mais admettons qu'on t'aurait demandé dans une situation X de dire au premier virage, tu vas devoir laisser passer ton coéquipier. Il y a, il y a plus de chances que ça soit pas juste ton coéquipier qui passe. Ça pourrait aussi être Leclerc qui passe en avant, puis il y a un certain Verstappen qui va arriver avec énormément d'agressivité dans le premier virage à cause de la configuration. C'est pas quelque chose qui se fait facilement si tu veux un peu l'expliquer aux gens. Là. On peut pas juste donner la directive de dire premier virage, tu laisses passer Norris. Ça prend vraiment. Il faut vraiment être très, Une très bon pour situation réussir à faire idéale. ça. Ouais, ouais, c'est ça. Ça prend une situation idéale où est-ce que magiquement ils sont capables de se bâtir un écart assez gros que le temps perdu à se repositionner les deux selon l'ordre de championnat, que ça fasse pas de perte de temps et que ça n'ouvre pas la porte à ceux en arrière. Encore une fois, on se rappelle, pour la sprint, on n'a pas tant de temps que ça à se créer des gros écarts et les voitures sont toutes compétitives. C'est Ils n'ont des pas eu la cours. pole par une demi-seconde, ils ont eu la pole Ouais. par quelques dixièmes. Et en rythme de course, des fois, c'est pas toujours représentatif. Pace de qualif, pace de course. Et là, après ça, encore une fois, circuit d'Interlagos, circuit avec une géométrie atypique. On a deux zones de DRS qui sont pratiquement back-à-back et les seules deux bonnes opportunités de pouvoir se repositionner. Et bien, sont directs en arrière. Et là, après ça, ben, ils se repositionnent à la sortie du virage 1 ou je dirais sur la ligne de départ arrivée ou à la sortie du virage 1-2, le DS de Senna, peu importe, ils vont perdre un bon montant de temps, là. Non seulement en temps, mais aussi en momentum, que ça va leur coûter à la réaccélération Puis là, lorsqu'ils vont aller aborder l'ozone de DRS après. Puis ouais. là, ben, t'as Verstappen puis t'as Leclerc qui arrive à fond de train. Pas besoin, eux autres, de se gérer puis de se repositionner pour pas perdre de temps puis de momentum. Eux autres, ils n'ont pas ce problème-là. Ils n'ont pas des coéquipiers qui sont directement juxtaposés à côté d'eux avec une guerre au championnat. Fait encore une fois, beaucoup de variables intéressantes à regarder et j'ai bien hâte de voir. D'après moi, si les gaps restent proches, ils vont faire comme si de rien n'était. Ils vont faire comme, bon, Piastri a gagné la course, il a fini un petit peu en avant de Norris. Puis Norris, prends ta chance cette fois-ci, puis prends la pole puis prends la victoire, pas par la pole. Pas besoin de te faire tendre des branches d'olivier par ton Mhm. coéquipier à la fin de saison. Mérite-le, puis on n'aura pas besoin de se consterner sur quoi faire après ça, puis avoir des confusions, parce que ça sonne donc bon en dire ah oui, on va favoriser Norris, il mène le championnat, nanana. Puis là, en théorie, tu regardes ça, puis t'es comme ah, ça va être vraiment. C'est sûr, ça va être de la merde, ça va être de la grosse merde. Désolé de le dire comme ça, mais c'est comme ça. Puis il y a juste un point de différence. C'est Piastri qui le mentionnait, seulement un point de différence entre la première et la deuxième position en sprint. Mais ce Exact. point-là est drôlement important pour Lando Norris parce que on le mentionnait, pénalité pour Verstappen. Les gens se sont un peu emballés. Certains fans de McLaren disent ah, il y a des chances au championnat, puis j'ai rien contre ça parce que je pense que c'est bon d'y croire parce que tant que ça va être mathématiquement possible, ça peut y arriver, sauf qu'il y a besoin de 11,45 points à tous les week-ends de course. Donc Ouais. 11,40 fait que 11,45, je l'ai dit, là, ça n'existe pas, c'est 12. Fait que oui, un point, c'est juste un point en sprint, mais il a besoin de ce point-là. Il ne peut pas le laisser de côté. Tu le dis, Non. c'est pas facile de laisser passer ton coéquipier. Non seulement peu importe où, mais encore plus dans ce circuit-là, parce que, comme tu dis, si au premier virage, tu prends un peu trop ton temps, ben, tu vas être à la merci de tout le monde rendu dans la deuxième ligne droite qui va débuter pratiquement tout de suite après le premier virage. Tu es déjà en train de la préparer. En plus, c'est un circuit qui est très court.
Donc, gagner des gros écarts, c'est pas facile. Heureusement que les McLaren sont dans un autre monde. Fait qu'à ce moment-là, c'est pratiquement ce côté-là, on devrait être capable de le gérer. Puis on n'a pas d'arrêt au puits en sprint parce que ça aurait été facile en course de gérer un peu comme qu'on l'avait fait, là, d'arrêter un avant l'autre, puis après ça, de les faire Mhm. ressortir, puis finalement, tu es rendu en avant. Ça se faisait dans le temps de Mercedes lorsqu'on voulait un peu gérer Hamilton et Bottas, puis ces choses-là. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut faire dans une course sprint parce que si tu es rendu à arrêter, à faire un arrêt au puits en sprint, c'est parce qu'il y a d'autres choses qui vont très mal ailleurs. Là. C'est Exact. pas, Non, non. ça fait pas partie de la stratégie. Fait en tout Non, cas, non, non. ça pour dire à ne pas manquer demain en avant-midi de voir la avant-midi heure du Québec, de voir qu'est-ce qui va se passer entre Piastri et Norris. Je pense pas qu'il y a un danger sur le doublé McLaren, sauf qu'il va falloir prendre les bonnes décisions au bon moment parce qu'il y a un certain Charles Leclerc qui va avoir les dents longues. Du côté de Verstappen, on sait jamais, on n'est jamais à un miracle. On est toujours à un miracle près, je veux dire, avec lui. On sait qu'il est capable de donner le maximum de la voiture, il est capable d'aller aux limites. On en parlait tantôt en début d'épisode, je ne vais pas retourner là-dessus, on a passé assez de temps. Mais tout ce qu'il est capable de faire pour être capable d'aller chercher le maximum, même là, que sa Red Bull est quatrième, qui a séparé les deux Ferrari, je pense pas que c'est la position de sa voiture. Je pense qu'il devrait être derrière Carlos Sainz, mais c'est l'effet Max Verstappen, il arrive toujours à se faufiler. Oui, il y a le nouveau moteur qui vient aider dans cette contribution-là, mais on s'est trompé dans les réglages, il disait. Et le fait que que la voiture saute, il l'a déjà dit là, lors du Grand Prix du Canada, il disait, c'est comme un kangourou. J'ai de la misère à voir où je vais. Je dois choisir un peu mes points de freinage vraiment par des réflexes, par l'intuition. Je les vois pas. C'est la même chose qu'un septuple champion du monde, Lewis Hamilton, mentionnait. Donc tout ça, il n'est pas complètement à l'aise dans sa voiture. Ça peut lui causer des problèmes. Il ne s'attend pas à être compétitif. Il dit, si on n'est pas si vite que ça sur un tour, j'imagine que demain, on va concéder des positions. Donc, il ne s'attend pas nécessairement à finir quatrième. Donc, il doit limiter les dégâts. Et la bonne nouvelle, c'est que comme on s'est trompé dans la journée de samedi, puis on va avoir après la course sprint, on va réouvrir le parc fermé et on va avoir le droit de changer les réglages de la voiture. Donc, ça va être intéressant de voir ce qu'on va nous réserver dans la séance de qualification de l'après-midi après ça, parce que le gros enjeu, c'est lors de la course de dimanche où il va devoir concéder au moins 5 positions sur la place qui va se qualifier. Donc ça va être à surveiller. Donc, comme tu disais, là, il y a plein de choses là, au cours du week-end. Il y a des bagarres partout. Donc, c'en est une. Ensuite, quatrième, Verstappen, on disait, cinquième pour Sainz. Je m'attendais à le voir mieux que ça. Je pense que la position de la Ferrari, c'était plus que il aurait dû être devant la Red Bull de Verstappen et lui aussi, il le sait. Mais cinquième, c'est pas un scandale non plus. Sixième pour Russell. Septième pour Pierre Gasly. Je trouve qu'on passe un peu. On en C'est a vrai. parlé, là. On en a parlé ici, là. À toutes les fois, on le mentionne. Kevin est avec moi la semaine dernière, parlait de ça aussi. Mais c'est rendu que Gasly, à chaque semaine, il réussit à positionner, peu importe le tracé, il est capable de positionner sa Alpine dans le top 10. Il me semble qu'il faut en parler plus que ça. Pierre Gasly, c'est tout un travail qu'il accomplit présentement. Les améliorations qu'Alpine ont apportées portent fruit. Lui, il donne le maximum, il tire le maximum de sa voiture. Donc, septième, vraiment content de le voir là. Un autre aussi qui commence à causer des maux de tête, non seulement à Sergio Perez, non seulement à Alonso, là, il y a quelques semaines aussi, il y a eu des maux de tête, mais plus particulièrement à ceux qui sont dans une bagarre directe pour le poste l'an prochain, c'est-à-dire Perez et Tsunoda. C'est Liam Lawson qui a réussi à qualifier sa voiture huitième. Ça, c'est impressionnant. Puis, je sais qu'il nous Très reste bien. pas beaucoup de temps. On a passé beaucoup de temps sur différents sujets, mais je veux savoir ta position versus ça pour l'an prochain. Est-ce que Lawson, l'échantillon est encore court? Tu n'es pas obligé de te prononcer tout de suite parce qu'il reste encore quelques grands prix à la saison, mais est-ce qu'il t'a déjà convaincu qu'il se mérite, malgré qu'il a très peu d'expérience, une place aux côtés de Verstappen l'an prochain, ou tu adopterais l'option un peu plus conservateur, celle que moi j'irais pour, c'est-à-dire tu n'as rien à perdre, tu es Red Bull, tu es reconnu pour prendre des décisions en milieu de saison, changer tes pilotes. Moi, j'irais avec la même décision qu'ils ont pris dans le temps, d'y aller pour je ne le ramène pas en Formule 1, là. Prenez pas un accident parce que vous entendez que je vais nommer le nom de Kvyat. Mais ce que je veux aller vers là, c'est que pourquoi pas prendre Tsunoda, qui est le prochain dans l'équation, l'emmener aux côtés de Verstappen l'an prochain, lui faire même 3 courses, 4 courses en commençant la saison. Puis si ça va pas, là, tu emmènes Lawson aux côtés de Verstappen. Tu laisses Lawson continuer de l'évaluer. Tu grossis ton échantillon. Lorsque tu es vraiment sûr qu'il est prêt, tu l'emmènes. Comme on avait fait, on avait mis Kvyat aux côtés de Ricardo lorsque Vettel avait quitté.
Puis après ça, on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas, que Verstappen, finalement, était prêt malgré son jeune âge. Et là, on l'a assis à côté de Daniel Ricciardo. Est-ce que tu irais pour cette option-là ou tu veux pas perdre de temps avec Tsunoda et tu irais déjà avec Lawson l'an prochain aux côtés de Verstappen ou tu veux attendre Euh, encore pour voir? comment dire, je donnerais, c'est très peu, comment dire, c'est jamais des décisions très intuitives là, de Red Bull, c'est toujours très au jour le jour. Puis ils nous Mhm. ont justement, ils nous ont montré ça avec ça par le passé, mais si on met dans l'équation le fait que le siège serait libre pour, mettons, je sais pas, les 3-4 dernières courses, là. Puis là, on se dit, OK, ben, on veut quand même quelqu'un pour toute l'année prochaine. On veut pas avoir une année comme cette année, puis on a des mauvaises performances avec quelqu'un qui a de la misère à s'adapter à la voiture. Moi, je mettrais Tsunoda tout de suite dans l'auto. S'il répond à la pression puis est capable d'être drôlement surprenant à côté de Verstappen, c'est lui techniquement qui était bien placé, il a pas mal fait, il n'a pas été plus impressionnant que ça, puis honnêtement, je pense pas qu'il le mérite plus que ça, mais ça serait un bon test pour lui, puis ça serait une bonne manière. D'après moi, il serait quand même un petit peu plus loin que Verstappen, euh, ben, il serait pas comme Perez, mais il serait Plus près, ouais. plus près, mais quand même loin, Mhm. disons-le. Là, ben, puis on lui donne un ultimatum comme il faut que tu sois capable de surqualifier Verstappen au moins une fois. Moi, je pense que Lawson, c'est un pilote qui est capable de le faire. Tsunoda, j'ai l'impression il va un petit peu céder sur la pression. Ouais. Mais là, au moins, tu lui donnes une raison de le mettre dehors puis de l'enlever de l'équation. Si tu le fais faire à la fin de la saison, il n'est pas capable de remplir les exigences parce que probablement, il ne sera pas capable dans le futur, peu importe. S'il n'est pas capable maintenant, il ne sera pas capable plus tard. Et là, ben, tu l'enlèves tout de suite de l'équation. Tu dis, regarde, tu retournes chez AlphaTauri. Si tu as un autre offre ailleurs, vas-y. On te garde pas plus longtemps que ça. Et là, ben, tu mets Lawson. Et là, ben, si Lawson, lui aussi, n'est pas capable, ce qui me surprendrait, moi, je pense que Lawson a les nerfs assez solides pour être capable d'aller au moins être un super numéro 2 si c'est pas des fois meilleur que Verstappen. Et là, ben là, tu as trouvé ta bonne paire, que tu peux garder longtemps. Ouais. Ça, encore une fois, on est juste en train de spéculer, mais comment dire, si j'étais dans les souliers de monsieur Marco ou de Christian Horner, de Dr. Marco, je pense que ça serait mon approche. Ce serait un petit peu plus vindictif qu'ils sont en ce moment. Je trouve qu'ils ont été beaucoup trop gentils avec Perez, avec tout l'argent qu'ils lui Ah oui. donnaient, Ah oui. avec tous les stunt marketing qu'il est capable de faire, puis de rassembler l'Amérique latine au complet. Ça, c'est cool. Euh, Ça a marché, là. Vous avez été capable de quand même payer les crashs qu'il a fait avec toutes les commandites qu'il vous donne. Fait que ça revient kiff-kiff à la fin. Vous avez quand même de l'over. Je pense que c'est le même qui fonctionne. Parce que les résultats sont vraiment pas là. Puis ça devient gênant. Mais Plus que écoute, gênant. c'est bon ce que tu apportes. Tu sais, on a parlé d'argent, puis c'est surtout ce qui a tourné aux alentours de garder Perez. Sauf que je le mentionne souvent, c'est 9 millions par position au championnat des constructeurs. Fait qu'en ce Mhm. moment, là, on est rendu au troisième. Il a coûté 18 millions Perez parce que c'est Plus son 5 millions en accident. en accident. Fait qu'à la longue, là, c'est plus si payant que ça de le garder en position. Parce que juste parce qu'on est rendu troisième au championnat, il a coûté 18 millions juste au championnat des constructeurs, tu rajoutes l'accident à tout ça. Et, tu sais, puis je le mets sur son dos parce que c'est lui qui est victime de ça. Red Bull a ses torts aussi parce qu'on a décidé de le laisser là, mais le facteur de dire c'est un pilote payant et c'est une rentrée d'argent, oui, mais il est aussi une sortie d'argent. Fait qu'à un moment donné, il y a Ah des ouais. plus et des moins, puis il y a un devoir comptable qui se fait à travers de ça. Fait que c'est de moins en moins vrai cette équation-là. Du côté de Lawson, je suis d'accord avec toi. La seule raison là, pour les gens qui entendent ça et qui disent Tsunoda s'est fait expulser aujourd'hui, il est même pas dans la Q3, puis vous mentionnez encore qu'il pourrait être là. La seule raison pour que je prends Tsunoda, c'est quasiment comme un sacrifié. C'est que je Exact. l'envoie aux côtés de Verstappen, un peu dans la gueule du loup, puis je protège Exact. mon espoir en Lawson parce que j'ai beaucoup plus, je crois beaucoup plus en Liam Lawson qu'en Yuki Tsunoda. C'est pour ça que je l'envoie aux côtés de Verstappen, mais je continue de laisser mon jeune futur se développer, puis je veux pas le brûler. Puis c'est la raison pourquoi je le laisse encore une fois chez Racing Bulls pour le début de la saison. En particulier, justement, Racing Bulls, je le mentionne parce qu'on a dit qu'à compter de la saison prochaine, on veut plus entendre le mot V-Carb. On veut Ah, vraiment je t'allais aussi de l'entendre. Ouais, C'est tellement, moi aussi. c'est Fait que tellement ringard, là. j'étais content de l'annonce aujourd'hui qu'on va de l'avant avec Racing Bulls. Moi, je l'ai toujours appelé comme ça aussi parce que l'autre nom, je suis pas capable. Écoute, il me reste C'est comme vraiment pas. Alonso qui s'appelle AlphaTauri, là. Ouais, exact. Ouais, Toro Rosso. Il me reste Ouais, pas ouais, beaucoup de exact. temps, fait que je les passe vraiment rapidement parce que je vais avoir le temps d'avoir une petite prédiction. Il reste 3 minutes même pas. Donc, Albon, neuvième derrière Lawson. Berman, si ça n'était pas d'une erreur, il a été dixième. Donc, Hmm. encore là,
chapeau à lui, mais Oui. son temps de la EL1, la première Ouais. séance d'essai libre, s'il avait réussi à pas se faire effacer son temps parce qu'il avait quitté les limites de la piste, s'il avait été mieux conseillé par son ingénieur, lui dire, prends ton temps, t'as fait une erreur, cancelle ce tour-là, recharge ta batterie, puis Ouais. retourne faire un tour rapide. Et à ce moment-là, il l'avait en main, ce tour-là, parce que son temps de la EL1 l'aurait placé en 6e position. Donc, il était en mesure de le faire. Là, il se doit de partir 10e. Oui, il y a une erreur qui revient au pilotage, mais on le sait, on a un ingénieur sur les lignes de côté qui, lui, en a de l'expérience, donc il doit être mieux épaulé que ça. Il aurait dû mieux concéder à Berman. Donc, je le donne 50-50, cette erreur-là, mais il part quand même 10e. Donc, encore là, il a réussi à surqualifier un gars comme Hülkenberg, qu'on le sait qu'il est drôlement bon pour placer sa voiture en top 10. Hamilton, 11e, vraiment pas l'idéal, mais il a dit qu'il n'était pas confortable du tout. Il n'avait aucune confiance envers la voiture. 12e, Hülkenberg, on le dit, s'est fait battre par Berman. Perez, 13e, on est rendu habitué de le voir là, pas réussi à se rendre en Q1, en Q3 plutôt, se fait éliminer en Q2. Franco Colapinto, 14e, 15e pour Bottas, c'est un beau résultat lorsqu'on regarde ce que Sauber est capable de faire. Ensuite, 16e pour Alonso, à oublier pour l'instant du côté d'Aston Martin, Ocon 17e, 18e Tsunoda, 19e pour Lance Stroll et Guan Yu Zhou est à sa position régulière, c'est-à-dire Mm. dernier. Pour les gens qui Confortablement assis à l'arrière de l'autobus, hein. oui, Ouais, exact. exactement. Juste en avant de le commissaire qui agite, le signaleur qui agite le Ouais, drapeau 100%. avant le début. Très habitué de voir Guan Yu Zhou se placer dernier sur la position. Pour les gens qui se demandent vite, vite, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on part premier à Interlagos, ben, on a 45 des chances de l'emporter. Et lorsqu'on part deuxième, on a 32,50 des chances de l'emporter. Donc, c'est pas une grosse différence quand même entre une pole et une deuxième position. Et si on part sixième du côté de Verstappen, ou parce que dépendamment de la position de 5 places, mais c'est quand même 7,50 des chances de l'emporter. Donc, c'est pas complètement cuit si tu signes pas la pole. Il reste moins d'une minute. Je te demande qui va signer qui va gagner la course sprint demain entre Piastri et Norris et la pole pour dimanche. Très rapidement, s'il te plaît, JC, parce que sinon, on ne pourra pas se rendre à la fin. Ouais. Moi, je mets Piastri demain, vainqueur. Et sais-tu quoi? Je vais mettre du sable dans l'engrenage. Je vais mettre aussi Piastri pour la Ouh. pole. Ça serait. Moi, j'aimerais non savoir ça. Je sais pas Ouais, ça pourquoi, là. Je vais mettre encore plus de piquant, là. Ça serait cool. va donner des mots de tête à Monsieur Zach Brown et Andreas Ah, avec raison. Avec et à raison. tous les fans. Écoute, moi, j'y vais avec. Ça va être McLaren toute la fin de semaine. Mm. Ce qui reste à surveiller, c'est de voir comment Verstappen est capable de limiter les dégâts à l'arrière Ouais. et empêcher Lando Norris de remporter 11,45 points de plus que lui. Mais surtout, même s'il le fait, c'est pas catastrophique parce que plus qu'il faut qu'il le refasse lors de tous les prochains Grands Prix. Écoute, Jean-Christophe, je te remercie d'avoir été là. Je suis content que tu étais de retour aujourd'hui. C'était le fun de t'entendre avec tes analyses et je te souhaite un excellent week-end de course. Ben oui, gros merci pareillement pour toi, mon Marty. On s'en prend bientôt. On s'en parle après. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 1er novembre. Notre prochain rendez-vous sera lundi avec notre retour sur le Grand Prix de Sao Paulo 2024. D'ici là, je vous invite à nous rejoindre et à vous abonner sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, X Twitter ainsi que Instagram, et aussi nous suivre sur Spotify et activer la petite cloche, question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end de course.